Je crois que la démarche essentielle, c'est de replacer l'action de la douane, y compris son action de contrôle, dans la chaîne logistique prise dans sa globalité. Et ne plus considérer que le moment important, finalement, de l'intervention de la douane, c'est le moment simplement où la marchandise arrive sur le territoire. En fait, maintenant, l'action de la douane, elle commence bien en amont, en liaison avec les entreprises. Elle commence avant même que le navire ou l'avion soit chargé. Et c'est à cette condition-là, en fait, qu'on va fluidifier le passage de la marchandise au moment de l'importation. Alors, ça nécessite évidemment derrière des outils. Ça nécessite de recevoir de l'information de la part des entreprises, des transporteurs, des importateurs, des exportateurs, des commissionnaires en douane et de transport. Donc ça nécessite des outils informatiques, ça nécessite de la dématérialisation, parce que la dématérialisation, ce n'est pas une fin en soi, mais c'est quand même un outil qui permet d'accélérer, d'échanger de manière propre, sans avoir de soucis de ressaisie et avec les erreurs que ça peut impliquer de l'information. C'est très rapide. On peut envoyer l'information instantanément d'un bout à l'autre de la planète. Donc ça, c'est quand même un point qui est important. Et je dirais que le troisième tenant derrière cette simplification, cette dématérialisation, c'est aussi le mode de la relation finalement avec les entreprises qui a évolué, avec l'apparition de la labellisation, la certification des entreprises, qui fait qu'on va finalement appréhender l'entreprise dans sa globalité et plus simplement juger au coup par coup des flux qui arrivent et qui sont des données. Donc ça, voilà un petit peu les évolutions, je pense, majeures qu'a connues la douane. Alors, dans le passé récent, je pense que l'élément essentiel, c'est tout ce qui tourne autour de la qualité de l'opération de dédouanement, la qualité déclarative, la sécurisation aussi du dédouanement. Donc ça, c'est un corollaire de l'accompagnement des entreprises et les conseils qu'on peut leur prodiguer. C'est le fait qu'on finalement, on les aide, et puis ça nous aide aussi, nous en retour, on les aide à faire un dédouanement de qualité. Donc c'est le renseignement tarifaire contraignant, c'est le développement... Alors, on a un chiffre sur le RTC, tiens, on va nous le montrer. Continuez, pardon. Enfin, c'est 9000, à peu près 9000 RTC par an, ça je le connais. Vous pouvez résumer en 2 mots, vraiment, ce que c'est pour ceux qui, d'aventure, ne sauraient pas ce que c'est que le RTC. Bon, de manière très simple, de toute façon, il y a 3 éléments sur une déclaration qui sont vitaux. C'est l'espèce, l'origine et la valeur. Ces 3 éléments, ils permettent de déterminer les droits et taxes applicables et les formalités applicables. À partir du moment où vous sécurisez, c'est-à-dire que la douane vous donne un avis sur chacun de ces 3 éléments, et c'est possible aujourd'hui dans le cadre de la législation communautaire, il est évident que le risque douanier que vous prenez au moment de la déclaration en douane... Donc, effectivement, c'est un peu l'illustration de cette administration douanière qui essaye à chaque fois de s'adapter, d'anticiper, de s'adapter en fonction des besoins des différents acteurs économiques. Donc, capitalisons sur le succès de la MGE ainsi rappelé ce matin, et on voit bien qu'aujourd'hui, avec notamment l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions du Code de l'Union européenne dont on a déjà parlé, il y a besoin de poursuivre cette logique de réponse unique, dédiée, professionnalisée auprès des grands groupes. Il y a une demande, je crois pouvoir dire quasi unanime, qui est exprimée de la part donc, de ces grands acteurs économiques qui s'inscrivent dans les flux internationaux. Donc nous allons probablement renforcer le périmètre du champ d'action de la mission grandes entreprises aujourd'hui pour effectivement l'étendre sur les différentes procédures en matière d'accréditation, d'audit, de conseil aux grandes entreprises, mais aller au-delà, y compris dans les renseignements tarifaires contraignants, donc aller un peu plus loin dans l'accompagnement et dans la gestion de ces grands dossiers. Je crois que cela aujourd'hui répondrait à un vrai besoin, donc nous sommes prêts à travailler dans ce sens. Les services de la douane vont au contact des entreprises pour essayer d'atténuer, alors je ne sais pas si c'est la hauteur du mur ou l'épaisseur du mur, pour reprendre l'image de tout à l'heure, en tout cas. mais en tout cas la barrière que se mettent peut-être incontestablement beaucoup de nos entreprises avant de se lancer et faire le premier pas vers l'international. Sans entrer dans le débat sur le niveau de fiscalité, je crois qu'il y a des choses qui tournent autour de la mécanique de l'impôt qui participent de la compétitivité d'un État. Être plus professionnel, et à cet égard, je peux que rejoindre le souhait exprimé tant par les entreprises de taille moyenne que par les grandes entreprises.
même si en fiscalité, j'allais dire, on ne discrimine pas entre les contribuables. Quand on fait des simplifications, on les fait pour tous les contribuables de toutes les tailles, j'allais dire, et en même temps, et de la même manière. C'est peut-être ça parfois qui nous différencie un tout petit peu de la logique, du commerce international. Mais notre souhait est bien celui-ci, c'est de participer à la compétitivité du pays en faisant en sorte que les choses soient plus simples, plus fluides. Et je crois beaucoup à ce qui a été dit, et je pense que c'est effectivement un élément de très forte réflexion pour nous, c'est l'hétérogénéité parfois des réponses qui sont apportées à des problématiques qui sont celles d'une entreprise qui s'adresse à plusieurs services. Et je crois qu'en matière fiscale, nous réfléchissons à professionnaliser davantage nos services autour de pôles spécialisés. On a commencé à le faire en matière énergétique dans la spécialité de M. Thonon. Les centres de viticulture existent en douane depuis fort longtemps et constituent un niveau de réponse approprié. Mais c'est vrai qu'on a encore sûrement des progrès à faire sur cette voie-là, en constituant des pôles très professionnalisés de manière à répondre de manière extrêmement homogène sur l'ensemble du territoire à des problématiques soulevées par des entreprises et pour éviter effectivement ce sentiment d'insécurité qui peut se dégager parfois de réponses différentes, sous réserve que la question qui soit posée soit évidemment la même partout. J'ai tendance, moi, mais ça c'est une vue, c'est la difficulté dans les axes, c'est qu'il y a évidemment le secteur pétrolier, il y a aussi des contribuables de taille beaucoup plus modeste. Je pense aux viticulteurs, je pense à de petites structures qui font des produits alcooliers. Et notre souhait, parce que je crois que c'est un pan qu'on a peut-être moins modernisé d'une certaine façon dans les 50 dernières années que ne l'a été le monde douanier, je crois que notre devoir, d'une certaine façon, c'est de simplifier pour tous les contribuables, quelle que soit leur taille. Et je crois que les outils qu'on met en place aujourd'hui, la généralisation de la dématérialisation vers laquelle on va et qui fait l'objet de débats très réguliers avec les grandes entreprises comme avec les plus petits des contribuables, est un des éléments qui permet la facilitation, non pas seulement pour tous au travers d'un label, non pas seulement pour quelques-uns au travers d'un label, mais vraiment pour tous les contribuables. Et je crois que c'est notre souhait de traiter tous les contribuables vraiment de la même façon pour que la mécanique de l'impôt devienne plus simple et plus fluide, mais vraiment pour tous. Mais je vais refaire sortir 2 points. Le premier est très positif, c'est qu'effectivement l'OEA nous a beaucoup apporté, à la fois quand on l'a eu, parce que ça a permis de situer la fonction douane tout en haut de l'entreprise. On a été sponsorisé par la direction générale et ça a fait prendre conscience à tout le monde, aussi bien à notre direction, on va dire, logistique, juridique, nos RH, que c'était une certification importante et qu'il y avait une vraie vision transverse de l'entreprise. Et ça nous permet aussi, encore aujourd'hui, 3 ans après, de véhiculer de façon très transversale cette OEA et de préparer au mieux ce renouvellement. Parce que c'est vrai qu'on a essayé de le pérenniser, enfin de mettre en œuvre des outils légers pour le pérenniser. C'est vrai que c'est des questions qu'on aborde souvent entre nous, parce que dès qu'on est une grande entreprise avec multi-sites, pas facile d'aller tous les jours faire des petites révisions OEA, comme je dis quand je passe parfois. Donc c'est trouver les modes les plus adéquats pour pérenniser. Donc c'est des vrais travaux de réflexion et c'est ce qui anime aussi les fonctions de mon équipe. Et voilà, je ne vais pas aller plus au-delà. Moi, un point sur lequel je voudrais rebondir, on en a parlé tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle les processus métiers à l'intérieur de l'Europe. Et là, je ne sais pas si ça sera abordé dans les réflexions du Code des douanes, mais on en avait parlé au début de l'OEA. Alors moi, l'OEA, j'ai trouvé ça passionnant aussi dans les échanges qu'on a pu avoir avec le SRA. Il y a eu une vraie vision très intelligente de l'entreprise dans son ensemble, de nos forces, nos faiblesses, parce qu'il y en avait et on y a travaillé. Mais maintenant, c'est vrai que quand on est une grande entreprise et qu'on a des sites à l'étranger, eh bien, on fait face à une difficulté, Monsieur Tillier le sait. Voilà, on a eu aussi un audit OEA dans notre usine en Irlande. C'est la même usine, hein, c'est les mêmes procédures. C'est un directeur qui est français, qui est expatrié. On lui fait appliquer les mêmes choses. Ben, on a failli pas avoir l'OEA. Ça ne répondait pas aux critères des douaniers irlandais. Bon voilà, on l'a travaillé sur place, etc. Mais je pense que là, il y a un vrai sujet hein, sur l'Europe, parce que les grandes entreprises, elles ont des sites partout. Et puis l'OEA, nous, ce site est rattaché à notre entité juridique, donc il est OEA aussi. Nous avons suivi, je dirais, cette révolution culturelle de passer effectivement de l'enregistrement d'une déclaration douanière et du tampon que l'on met effectivement sur du papier
à ces déclarations complètement dématérialisées. En matière de produits énergétiques, nous avons quelques téléprocédures tout à fait spécifiques, mais nous avons ces téléprocédures que moi je nomme de droit commun, comme Delta pour l'import-export. Oui, alors le chiffre s'affiche, il y a 13 millions de déclarations par an, 13 millions de Delta, ça veut dire 60 000 par jour. Par jour. Ah, oui. Vous parlez des Delta de droit commun. Droit commun, d'accord. Tout à fait. Je dirais qu'en ce qui concerne les produits soumis à accise, on a une téléprocédure européenne qui est EMCS, qui est la dématérialisation du document fiscal qui accompagne la circulation en fait des produits soumis à accise, dont les produits énergétiques. Et vous avez le pendant national français qui est GAMA. Ensuite, nous avons ISOP qui nous permet effectivement, et là c'est une grande avancée, qui nous permet de dématérialiser en fait nos mises à la consommation lorsque nous mettons à la consommation nos produits énergétiques sur le marché intérieur et ensuite pour acquitter les accises. Dans ce domaine-là, j'aurais une suggestion. Nous pouvons effectivement aller nettement plus loin, notamment dans la dématérialisation au niveau d'ISOP de pas mal de déclarations dans des sites en régime suspensif, dont les entrepôts pétroliers en France. Oui, vous en avez 24, je crois. Tout à fait. Des usines exercées, je crois que là aussi, il faudrait qu'on puisse revoir un petit peu les procédures et même, je dirais à la limite, le statut même d'usine exercée, qui est une particularité française. Ça n'existe dans aucun État membre de l'Union européenne. Et puis au niveau de Gamma, M. Havard connaît ma position. Aujourd'hui, malheureusement, nous avons une contradiction. Nous avons dématérialisé sur le plan européen le fameux DA, qui est devenu DAE, mais par contre en France... vous pouvez traduire. Document administratif d'accompagnement qui est devenu document administratif électronique. Et donc, de l'autre côté, au niveau national, bien, nous avons la téléprocédure Gamma, mais dans la téléprocédure Gamma, elle n'est pas obligatoire. Et ce qui fait que nous avons effectivement d'un côté une démat et de l'autre côté du papier. Donc je crois que là, effectivement, on peut, je crois, aller un peu plus loin et dématérialiser en fait ces documents dans les transits purement nationaux en France. Je crois que c'est très facile. Alors même si, M. Havard le soulignait, il est peut-être difficile pour certains métiers, certains secteurs économiques d'aller dans ce domaine-là. En ce qui concerne le représentant de l'industrie pétrolière, nous souhaiterions à ce moment-là qu'on puisse faire un gamma pour les produits énergétiques. Et c'est facile. Nous sommes la plupart en EDI avec la douane, donc on peut le faire. D'accord. Juste une chose. Très rapidement, s'il vous plaît. Rapidement, toujours. Il y a quand même un paradoxe que je voudrais souligner. Parce qu'effectivement, je crois que tous les opérateurs qui peuvent être présents ici ne peuvent que saluer effectivement cette simplification par la dématérialisation. Mais par contre, il y a une face cachée. C'est que pour effectivement accéder à cette dématérialisation et l'utiliser, vous avez derrière une multitude de formalités administratives, des conventions papier à établir, des documents et des documents à établir et à faire enregistrer quasiment dans tous les sites. Et là, je crois que là, nous avons effectivement un chantier énorme à travailler, je dirais, ensemble pour de nouveau revenir à la simplification administrative telle qu'on en parle depuis tout à l'heure. Merci. Alors pour les ports, c'est fondamental. Moi, contrairement aux autres participants à la table ronde, je ne vends pas des produits, je vends une plateforme. Et au-delà de la plateforme, je vends un ensemble portuaire. Pour vendre un ensemble portuaire, j'ai besoin d'arguments. Ces arguments, ils tournent autour de 4 idées, ce qu'on appelle 4 offres. Une offre maritime, c'est comment est-ce qu'on fait pour arriver dans nos ports. Et là, on vend Port 2000, on vend l'accès au port de Rouen. Une offre foncière, où est-ce que, si je suis un logisticien, je peux m'installer. J'ai une offre multimodale, c'est-à-dire quelles sont les dessertes qui sont disponibles, ferrées, fluviales, routières à partir de mon ensemble portuaire. Et puis il y a une 4e offre, et cette offre c'est l'offre douanière. Alors je ne sais pas si c'est un terme usuel au sein de la douane aujourd'hui, en tout cas nous on le vend comme tel. Et on le vend comme tel, pas tout seul, mais avec des douaniers. C'est-à-dire que quand on fait de la promotion d'un repas à l'étranger, on emmène dans nos valises souvent des agents des douanes pour expliquer. Vous avez de grandes ça valises. peut servir pour passer les frontières. On emmène avec nous des représentants de la douane qui viennent expliquer ce qu'est l'offre douanière, ce qu'est l'organisation douanière, les outils douaniers, et le gun en fait partie. Tous les arguments qui nous permettent de militer en faveur d'une relocalisation des flux sur cet ensemble portuaire. En fait, aujourd'hui, nous vivons, nous, comme étant dans une guerre économique, plus que dans une compétition avec d'autres plateformes portuaires, parce qu'on a perdu beaucoup de trafic, beaucoup de flux, il faut qu'on les récupère. Il y a effectivement une part de responsabilité des acteurs privés, ça va bien au-delà de la douane,
Et on voit bien que dans le chantier qu'on a au sein d'Aropa de facilitation du passage de la marchandise, en réalité, on a beaucoup d'acteurs autour de la table parce que chacun a un petit bout de la solution. Et la douane a aussi une partie de la solution. Elle a une partie de la solution non seulement pour le passage dans le port, mais aussi pour la desserte de l'Hinterland. Et vous avez aujourd'hui je prends l'exemple de la procédure. C'est tout ce qui est très loin de vos ports. Voilà, c'est l'arrière-pays du Havre, donc c'est Paris. Paris est un petit peu l'arrière-pays du Havre. Vous poussez très loin, à Lyon. Présenté comme ça. Oui, on va chercher loin, effectivement. Oui, effectivement, vous allez bientôt arriver à Marseille, faites attention. Une procédure fluvio-maritime, une procédure ferro-maritime, et on s'aperçoit qu'elles fonctionnent différemment selon qu'elles sont appliquées, en l'occurrence sur le fluvio-maritime, sur le Rhône ou sur la Seine. Et ça résulte de pratiques douanières différentes, mais ça résulte aussi de pratiques différentes des transitaires, des commissionnaires, des transporteurs. Et une fois que ces procédures sont écrites, en réalité, on a fait très peu de choses, et après, il faut les faire vivre. Et c'est pour ça que le partenariat avec la douane est important, c'est-à-dire qu'il faut réussir à convaincre les acteurs et à fluidifier l'utilisation des procédures que la douane met en place. Donc c'est pour ça que le partenariat est absolument fondamental. Par rapport à l'ensemble des remarques à la fois donc de satisfaction et en même temps de l'appel à poursuivre. Moi, j'en ai noté au moins 5 et qui correspondent vraiment à des secteurs et des orientations sur lesquelles je crois que nous devons continuer à avancer à l'horizon des années qui sont devant nous. La première, c'est poursuivre résolument dans le sens des démarches de simplification, non pas seulement des procédures, mais aussi agir pour simplifier la réglementation. C'est-à-dire que nous ne sommes pas simplement un opérateur de contrôle et de dédouanement, nous sommes une administration de l'État, la présence des ministres, par exemple ce matin on atteste, et donc nous œuvrons aussi, que ce soit au niveau européen, mais aussi au niveau national, pour faire bouger la réglementation lorsqu'il apparaît qu'elle est par trop complexe. Donc vraiment poursuivre résolument dans ce sens-là. Sur le gun, tout à l'heure, vous l'avez mentionné, l'objectif dans le cadre de la modernisation de l'action publique, la fameuse MAP, nous demande d'aller à 100% de dématérialisation. Oui. Alors en matière non douanière, ça risque de ne pas être complètement simple. Oui. Mais, et vous n'êtes pas les seuls acteurs. Et on n'est pas les seuls, parce que nous ne sommes pas les seuls acteurs. Nous avons été auto-désignés d'une certaine manière, mais désignés dans le cadre de cette démarche gouvernementale pour coordonner. Donc, poursuivre la simplification, dématérialisation. Poursuivre, pour rebondir sur les propos d'Exirouk à l'instant, vraiment dans notre démarche partenariale d'intégration dans l'ensemble de la chaîne logistique, parce que tout, que ce soit en matière de sûreté ou en matière de qualité du dédouanement et ensuite de contrôle, réside vraiment dans notre capacité à mieux anticiper. Et donc plus nous pourrons avoir des informations en amont, captées sur le secteur économique, sur le secteur privé, sur les opérateurs, sur les plateformes logistiques, plus nous serons efficaces et transparents au sens non perturbateur des flux licites. Troisième axe, favoriser le dédouanement centralisé. C'est vraiment ce vers quoi nous conduit les nouvelles dispositions du code de l'Union européenne. Et nous allons nous mettre en position d'offrir aux entreprises qui le souhaitent cette possibilité de dédouanement centralisé, c'est-à-dire que l'ensemble de leurs formalités soient opérées en un même lieu, quel que soit le lieu d'acheminement ou d'exportation de leurs biens. Quatrième orientation qui là aussi découle en partie des nouvelles dispositions du Code européen, favoriser les régimes économiques, l'adoption de régimes économiques adaptés. Les régimes économiques, ce sont des régimes douaniers qui doivent être adaptés en fonction des différents cycles des entreprises, que ce soit pour importation-exportation de biens qui sont destinés soit à du stockage, soit à de la simple utilisation, soit à la transformation. Face à ces différentes étapes des cycles économiques, il y a une réponse, entre guillemets, douanière, et on se rend compte que les entreprises n'utilisent pas forcément toujours de manière aussi utile que cela pourrait être ces différentes dispositions. Et enfin, dernière orientation à ce stade, mais c'est vraiment là aussi poursuivre résolument nos efforts pour améliorer la valorisation des statuts accordés, une fois qu'il y a notamment celui de l'opérateur économique agréé. À partir du moment où il y a eu une démarche réciproque de la part de l'entreprise, de la part de notre administration, il faut qu'ensuite, dans tous les chaînons de nos interfaces, que ce soit au moment de l'obtention de la certification, que ce soit au moment de l'audit, que ce soit au moment du contrôle, eh bien, il y ait vraiment une valorisation possible de ces statuts qui ont été